Cette émission est une présentation de Procolor et de Napa. Les pièces, on connaît ça. Salut tout le monde, bienvenue à notre émission de Passion Auto. Cette semaine, on va avoir, comme à chaque semaine, notre chronique de moments historiques dans l'histoire automobile. On se rend en Mauricie pour rencontrer un vrai passionné d'automobile. Il est dans ça depuis bientôt 60 ans. On parle avec Claude Mondoux. Mais d'abord, on va joindre Johan et son essai routier de la semaine. Aujourd'hui, les mots Porsche et abordable ne vont plus vraiment ensemble. Mais au tournant des années 80, Porsche visait le portefeuille des gens normaux. En raison d'une forte concurrence provenant des marques japonaises qui produisaient des sportives abordables, fiables et performantes, Porsche se retrouvait face à un sérieux problème. Quand une Datsun 240Z pouvait faire le tour d'un circuit de course aussi rapidement qu'une Porsche 911 vendue au double du prix, il était temps pour les savants de Stuttgart de retourner à la table à dessin et repenser la manière dont ils concevaient des voitures sport. As-tu de l'eau? Oui, c'est vrai. Porsche avait déjà la 912 et la 914 pour attirer une clientèle moins riche. Mais le constructeur savait que s'il voulait s'en prendre aux Japonais, ça lui prendrait une petite bombe vraiment pas chère avec une configuration de moteur longitudinale. En s'associant avec Volkswagen pour construire des véhicules à moindre coût, Porsche accoucha de la 924 en 1976. La 924 était la première voiture du constructeur à avoir un moteur refroidi au liquide installé devant le pare-brise. Prenez une petite gorge. La 924 avait toute la prestance d'une Porsche, sans la facture élevée. Malheureusement, la presse automobile l'a rapidement dénigrée en raison de ses performances ridicules. La 924 était après tout alimentée par un moteur fourni par Volkswagen, un 4 cylindres de 2 litres dont la puissance ne faisait que 95 chevaux. Bref, la 924 n'a vraiment pas bien commencé, devenant en quelque sorte le dindon de la farce des sportives abordables. Porsche étant Porsche, elle a tenté au fil des années de l'améliorer. Il y a une version turbo-compressée qui est venue ajouter un peu de piquant et la 924 a reçu plusieurs révisions mécaniques. Malgré les améliorations, il était trop tard. La 924 s'était forgé la réputation d'être une Porsche de pauvre, celle qui partageait son moteur avec un gremlin. Porsche s'est donc tanné et a décidé de tout changer. Avec la Porsche 924 S. Oh, la S! La S. C'est quoi la différence? Bon, en fait, c'est Vaux qui ont arrêté de faire le moteur 2 litres en 84. Fait que là, Porsche s'est ramassé plus de moteur pour la 924. Fait qu'ils ont dit « Oh my God, on n'a plus de moteur, mais qu'est-ce qu'on fait? » Là, on commençait à paniquer. « Oh my God! » Là, les ingénieurs commençaient à s'arracher la tête. Le feu poigne dans la bâtisse à Stuttgart. « Oh my God, on n'a plus de moteur! On n'a plus de moteur! Ah, on n'a plus de moteur! » Non, pour vrai, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, ils ont juste pris le moteur de la 944. Ils l'ont downgradé puis ils ont mis ça dans la 924S. C'est simple. Ouais. Bon. Fin du reportage? Je pense qu'on arrête ça là. Hein. OK. La 924S était équipée d'un moteur 4 cylindres de 2,5 litres atmosphériques. Ce moteur développait 150 chevaux et 142 livres-pieds de couple. 150 chevaux? Ça me semble que c'est pas tant. Ben, écoute, 180, c'est quand même pas si pire. Puis il faut pas que tu oublies, là. C'est 924, c'était le début de la gamme chez Porsche, là. OK, c'est encore une Porsche de pauvre, finalement. Ouais, mais un pauvre qui est cool en par exemple. Ça coûtait combien, ça? Ça, c'était 19 900. Fait qu'en dollars d'aujourd'hui, 46 000. Essaye de pogner une Porsche à 46 000 là, aujourd'hui. Oublie ça, il n'y en a pas. Si t'es chanceux, t'as un Honda CR-V bien équipé. Ouais, mais t'as pas le CarPlay là-dedans. Ouais, mais ton char il est plate. OK, mais ton char, il est fiable. C'est fiable, hein? Ben oui. Super fiable. Jamais eu de problème avec ça. 250 000 kilos.
Viens avec ta fiabilité, moi. Bon, on décolle. Porsche 924S. Bon, faut se mettre à l'époque. On veut une voiture chez Porsche qui est accessible au grand public. Alors, on s'assoit dedans, on le voit tout de suite. On a coupé d'un coup de production pas mal. C'est sûr que là, il y a un petit peu plus de plastique, il n'y a pas les cuirs qu'on retrouve en temps normal, même en 87. Les boutons, bon, ça fait un peu plus bon marché, mais ça reste que c'est un look sportif, mais on n'a pas gagné de concours de design ici, là. J'adore les bancs avec le petit carotté. Les bancs ont été refaits à l'image d'origine, banc chauffant, soit dit en passant. Plus maintenant, mais ça l'a déjà été. Bouton à l'appui. Aussi, un toit ouvrant qui est pas banal, qui est immense. Je sais pas si c'est Targa, mais ça pourrait s'appeler Targa. C'est assez grand pour ça. Bon, dans le véhicule où je me trouve, c'est sûr que là, le volant puis le radio, il est pas original. Tout le reste, il l'est. Le propriétaire me disait qu'il avait fait beaucoup d'entretien dessus, même plus que la valeur du véhicule. On s'entend, une 924S, ça se situe à l'entour de 16 000 la valeur de revente, qui n'est pas beaucoup. Personnellement, je trouve que ça a plus de valeur que ça. Un jour, ça va peut-être augmenter, jamais comme une fonce, on s'entend, là. Mais n'empêche que à 16 000 c'est quand même une aubaine. J'haïs pas le look classique que ça donne. J'aime les roues en alliage aussi, comme ça, là, qui fait très Porsche de ces années-là. Là. Et avec les lumières escamotables. Oups, ça n'a pas levé. Ça n'a même pas levé! Tu sais, Porsche sont arrivés avec cette voiture-là. On voulait couper les coûts de production à son maximum, mais n'empêche. La sensation quand on conduit cette voiture-là, c'est une Porsche en bonne et due forme. C'est sportif, c'est agréable à conduire. Le seul petit bémol que j'ai, c'est par rapport au moteur 2.5 litres. Il n'y a pas de son. Bon, là, on va le pousser un peu. Et quand je vois des voitures comme ça, que je me dis que je vis pas dans la bonne époque, là, t'as vraiment l'impression de faire un avec la voiture. Tu sens tout. Tu sais, je suis à bord en ce moment d'une voiture qui a 250 000 km. Ça paraît pas du tout. Le levier de vitesse, quand on change de vitesse, c'est serré, il n'y a aucun jeu. La tenue de route, le freinage, le moteur est encore très performant. J'aime tellement les produits Porsche. Je pense sincèrement qu'avec la 924, Porsche ont réalisé qu'il fallait faire des produits entièrement Porsche. Et c'est là qu'ils ont réalisé qu'il fallait peut-être développer d'autres marchés. Porsche, dans les années 80, c'était un petit constructeur. Oui, un constructeur qui était réputé pour sa 911, mais c'était pas un constructeur qui était ultra payant. Après ça, il y a eu la Cayenne, où là, les ventes se sont mis à exploser. Mais malgré que la Cayenne première génération, c'était encore du Volkswagen. Ce qui était, soit dit en passant, un... Et aujourd'hui, Porsche est quand même le manufacturier qui vend les voitures les plus rentables de la planète. Quand que Porsche vend une voiture, c'est lui qui fait le plus de profit par voiture. Justement, je parlais de Cayenne. Il y en a un qui me bloque. Regarde ça. La Cayenne qui me bloque. Bon, c'est bon. Hein? Ça roule pas autant qu'une 924S. La Porsche 924S ne rentrera sûrement pas dans l'histoire comme cet incontournable classique qui vaudra une fortune. Dans les faits, la valeur de ce modèle n'ont jamais vraiment monté et ne monteront jamais autant que ceux d'une 911 ou même d'une Boxster. Il s'agit néanmoins d'un modèle charnière dans l'histoire du constructeur. C'est là que Porsche a finalement décidé de prendre le contrôle et a conçu elle-même sa propre sportive d'entrée de gamme. C'est là que le constructeur a compris que même si elle doit couper dans les coûts de production, elle doit quand même tout concevoir. Parce qu'après tout, on n'achète pas une Porsche pour avoir une Vaux.
Aujourd'hui, la 924S n'est peut-être pas une pièce de collection qui vaut une fortune, mais elle aura au moins permis à Porsche de se faire confiance à titre de constructeur de voitures sportives. Parce qu'une Porsche restera toujours une Porsche, peu importe son prix. Monsieur Claude Mondoux, un gros merci de nous accueillir chez vous. C'est un honneur parce que je sais que vous n'ouvrez pas votre place à beaucoup de monde. Je me sens honoré de faire ça aujourd'hui. Claude Mondoux, le collectionneur d'auto, qui a eu, à une certaine époque, plusieurs voitures. Il y a Claude Mondoux, le concessionnaire Ford, pendant 58 ans. 58 ans. Puis là, il y a Claude Mondoux qui profite de la vie, tranquillement. Assis sur une chaise. Assis sur une chaise, mais qui a gardé des voitures. Oui. Là, on a été, parce qu'à la concession, chez Saint-Onge Ford, vous avez gardé quelques voitures là. Puis un projet qui vous tient à cœur, là, un Ford 47, là, entre autres. Là. On a pris en fait, c'est un camion, un Ford Cabover 1947, qui a une carrosserie très, très rare, que j'ai trouvé en Alberta. OK. Et puis, le gars m'a envoyé ça dans les boîtes. Puis là, ça fait 4 ans que je travaille à le remonter. Oui, 4 ans, OK. C'est un gros travail, là. Bien, en premier, oui, parce qu'il me manquait plusieurs pièces, la recherche. Et puis, pour qu'il y ait un meilleur roulement, on l'a assis sur un frein de F-150. OK. Et puis, on a parti de là, puis on a monté ça. J'ai mis un moteur de Ford Transit 5 cylindres diesel. OK. Fait que ça devrait bien rouler dans l'ensemble. Le gros de l'ouvrage est fait. Il reste la finition d'intérieur, bourreux, ces choses-là. Oui. Puis il y a quelques autres autos. Je pense qu'il y a une Fisker Karma, il y a 2 Aston Martin, puis un Thunderbird 57 que tu as depuis très longtemps. Oui, le Thunderbird 57, c'est mon produit. C'est un modèle rare. C'est un 2 places avec le moteur 312, avec deux carburateurs 4 barils original, qui a une roue de série originale. C'est un modèle-là. Fait que... J'y tiens. Ah oui. Fisker Karma, pourquoi une Fisker Karma? J'avais trouvé la ligne excessivement belle, cette voiture-là, quand elle a sorti. Et puis, je ne voulais pas utiliser beaucoup. Mais regarde, aujourd'hui, Fisker revient sur le marché. Oui. Ça reste pas mal le même modèle. Ça reste que c'est un véhicule super, ça coche dans l'électrique. Oui, puis très doux à rouler, effectivement. Ouais, c'était assez innovateur au moment où ils l'ont sorti parce qu'il n'y en avait pas gros à l'époque. Ça, c'est ta voiture de rêve, en quelque part. Le GT40. Puis tu m'expliquais que tu n'as jamais eu d'allocation au garage, mais qu'on a quand même vendu. Oui, Ford ne m'a jamais donné d'allocation. Je n'ai jamais été capable d'avoir une allocation pour une GT40 qui m'aurait été livrée chez moi. Mais j'en ai quand même vendu 18. OK. Fait que, considérant qu'il y en a eu 200 au Canada... j'ai fait ma part. Tu as une bonne moyenne, certain. C'est ça. Puis tu en as gardé une pour toi là-dedans. J'en avais gardé 2. OK. J'avais gardé une rouge puis celle-là. La rouge, un gars de Québec qui était après moi pour que j'y vende. Puis là, j'ai dit, en garder 2. Fait que là, il y a un gars de Québec qui était bien chanceux. Qui m'a eu. C'est bon. Celle-là, tu la gardes parce que tu dis, entre autres, ton fils a dit à papa, vends pas ça parce que je serais pas content. Là. Si je vends cette voiture-là, j'ai plus de fils. Puis les 3 autres modèles, tu as gardé une Bentley, une Lamborghini, puis une Ferrari. Une Ferrari 360, j'ai toujours aimé ça. Ouais. C'est peut-être pas la couleur que ça prend. Ferrari, c'est rouge, mais pour moi, je suis bien fier de l'avoir gardé. Ça fit dans mes couleurs. La Lambo, qui n'a pas rêvé d'avoir les Lambo? J'en avais 2 avant, j'avais la Diablo, la V12. Puis dans les autos, parce qu'à une certaine époque, tu avais une 50aine d'autos. Si tu avais à me donner des voitures, tu en as gardé, mais dans ce que tu as eu, les modèles qui t'ont marqué, les modèles que tu as dit, je l'ai vendu, mais Seigneur, je l'ai donc aimé, cette auto-là. J'aurais dû garder mon Boss 429 qu'elle avait trouvé à Montréal pour 5 000 $, qu'elle avait remonté. 5 000 $. Oui. Puis moi, j'ai pris une coupe d'années, puis je l'ai remonté. J'ai retrouvé pas mal tous les morceaux originaux. OK. J'aurais dû la garder, mais quand même. Ça a été une belle voiture. Je les regarde passer aujourd'hui, puis je shake, le cœur me bat encore.
Puis il y avait des très beaux Boss 302 aussi, mais là, on ne peut pas tout garder dans la vie. Hein? Oui. Faut t'en délaisser un peu. Mais tu as eu le bonheur d'en profiter pendant Oui, quelques années. j'ai eu le bonheur d'en profiter. Je les ai jamais conduits, après, je les ai remontés. C'était de mettre la voiture sans point, le plus original possible. Ouais. Et puis l'avoir dans le showroom, puis la regarder, puis la montrer à mes amis. Fait que dans le fond, le plaisir était dans l'accomplissement, dans le fait de te rendre au moment où la voiture était à ton goût. Puis après ça, tu dis, bon, on va en trouver un autre. Toute ma vie, j'ai fait ça. J'ai commencé avec les Ford Skyliner, les toits en vitre, 54, 55, 56. J'en ai acheté d'un scrap, puis aller rechercher, je remontais, parce qu'il y en avait de la vraie tôle dans ce temps-là. Oui. Tu allé chercher à scrap, mais il n'était pas pourri. Il restait encore assez de tôle pour la rouler. Ouais, c'est ça. Il n'était pas pourri, il était solide. J'avais 2 Pantera. Ah oui, ça aussi, c'est un modèle que tu as bien aimé. Avec moteur Ford, évidemment, on le sait, Pantera avait des moteurs Ford. Ça a toujours été mon bébé, une Pantera. J'en avais une, là. J'avais acheté le moteur truqué d'Alan Kawaki. OK. Il y avait un 351, tout en aluminium. Fait que j'avais mis ça dedans. Il y avait 600 queues de force. Hey. Tant de temps que les autres en avaient 350, 400. Fait que Ça avait l'air du même moteur quand tu le regardais. personne ne savait. C'est ça. Il y avait juste moi et Alan Kawaki qui le savait. C'est là que j'ai cliqué pour des moteurs centrales. Il n'y a pas de voiture qui touche un moteur central. L'équilibre de conduite, C'est vraiment extraordinaire. Ça me fait penser un peu au nouveau char électrique aujourd'hui. T'es collé à terre. Hey, ben, en tout cas, Claude, un gros merci. Ça a été vraiment un honneur de visiter ta petite caverne. Bon, c'est un grand plaisir pour moi aussi. Merci. Ah, ça a de l'air propre. Ouais, mais c'est un curé qui avait ça, là. Hey, c'est le 3e aujourd'hui que c'est un curé qui avait ça. 20 000, c'est à toi. 20 000? Écoute, je vais faire un petit tour. Ah, attends, on va l'essayer, on va l'essayer. On va l'essayer. Maxime, éclaire-moi donc. Je veux acheter un véhicule, mais quel signe que je peux regarder, voir si le véhicule a déjà été accidenté? En fait, souvent, quand il y a eu déjà une réparation puis qui a mal été effectuée, il y a des signes qui ne mentent pas, comme des mauvais écarts entre les panneaux. Les panneaux ils ont mal été ajustés. Souvent, on peut voir aussi de la rouille qui peut ressortir. Comme ici, on voit que le véhicule, le panneau latéral, il est tout rouillé. Ça se voit bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais je peux savoir qu'il y a eu une réparation. Selon moi, je pense que la tôle n'a pas été assez retirée, redressée, puis on remplit de potée. Le pare-choc frotte sur la potée, puis à la longue, ça crée une infiltration d'eau qui crée de la rouille. OK, ça, c'est pas vous autres qui avez fait ça, là? Non, j'espère pas. OK, c'est bon. Là, je vois aussi que la peinture, c'est pas super bien fait, là. Le vernis a terni, puis on voit aussi les coups de papier sablés. Donc, tout de suite, on voit que tout le côté du véhicule a été réparé, puis ça n'a pas bien été fait. Si ça a été frappé, on n'est pas certain au côté mécanique non plus, là, puis si ça a été bien fait, là. En plein ça. On ne sait pas côté mécanique, on ne sait pas aussi côté structurel, en OK, fait. mais en parlant de structure, vous autres, vous faites quoi de plus? Ben, en fait, nous, quand il y a un véhicule qui a la structure qui est touchée, on a accès aux normes du fabricant pour avoir toutes les dimensions pour pouvoir redresser le véhicule correctement dans les normes. Puis aussi, il y a les soudures, question soudure. OK, il y a des endroits pour souder précisément. C'est ça. Il y a des endroits pour souder, il y a des endroits pour couper. Quand il y a un accident, en fait, le véhicule il est fait pour absorber l'accident. Donc, s'il est coupé à mauvaise place ou il est soudé à mauvaise place, la tôle ou le véhicule, en général, ne fera pas la job comme il faut. D'ailleurs, j'ai un exemple. Juste ici, en fait, on a remplacé un toit. Donc, qu'est-ce qui est important de regarder ici, c'est que les points de soudure, ils doivent être à des endroits spécifiques pour suivre les normes du manufacturier. Puis le toit, c'est une pièce qui est structurelle, donc c'est important que ça soit bien fait dans les normes. Et pour se tenir à jour aussi, il y a le centre de formation qui donne des cours en continu. Donc, pour tout le temps rester à l'alerte. Fait que tout est à jour à tous les ans. Il y a nouveau véhicule, nouvelle soudure, vous avez une formation. En plein ça. Bon, parfait. Hey, merci. Ça fait plaisir. S'il y a une invention aujourd'hui qu'on prend pour acquise, c'est bien le coussin gonflable. Rappelez-vous, les premiers véhicules avec des coussins gonflables faisaient l'objet d'une fascination. Et aujourd'hui, on en a 8, 10, 12, 15, il y en a partout des coussins gonflables, mais ça n'a pas toujours été le cas. En fait, comme plusieurs inventions, l'arrivée du coussin gonflable est l'œuvre d'un accident. C'est un Américain qui a eu un accident de voiture une fin de semaine et s'est dit, mon Dieu, il doit exister une façon de mieux se protéger au volant.
On est au début des années 50. Le monsieur s'appelle John W. Hetrick et lui était ingénieur industriel à la retraite. Et il a dessiné un objet qu'il a appelé un coussin de sécurité pour automobile. Il a obtenu un brevet. La même année, Walter Linderer, un Allemand, avait lui aussi conçu un système assez semblable du côté de l'Europe. On a regardé du côté des compagnies automobiles comment on pouvait appliquer le système et le problème, c'était de trouver un déclencheur, un appareil qui réagit en moins de 40 millisecondes parce que c'est le temps de réaction qu'on doit avoir au moment de l'impact pour que le coussin se déploie et évidemment protège les occupants du véhicule. Donc, on a pendant plusieurs années tergiversé. C'est seulement vers les années 60 qu'on a finalement trouvé, et c'est un Américain du nom de Alan Breed qui a trouvé un dispositif qui coûtait littéralement 5 $ qui permet de déclencher rapidement le coussin gonflable. Et là, à partir de là, on a été capable de tranquillement développer des coussins, qui étaient assez rudimentaires au début, mais Breed a fait à peu près une douzaine de découvertes autour des coussins gonflables pour en améliorer la sécurité. Dans les compagnies automobiles, c'est Oldsmobile qui a été la première compagnie automobile américaine à offrir un coussin gonflable dans le Oldsmobile Toronado en 1973. Des compagnies comme Cadillac et d'autres divisions de GM ont suivi avec certains modèles en 1974. Au début des années 80, on offrait un coussin gonflable chez Mercedes en tant qu'option dans les modèles de luxe. Et il faut le dire, c'était un coussin gonflable et c'était toujours du côté passager. On va voir tranquillement des coussins gonflables arriver du côté conducteur, mais là, évidemment, il y avait l'obstacle du volant qu'il fallait traverser, donc trouver une façon que le coussin s'ouvre au centre du volant, arrive vis-à-vis le visage du conducteur sans le blesser. Ça a pris un certain temps, c'est pour ça que ça a été un peu plus long. Et là, graduellement, on a vu les coussins gonflables arriver du côté des rideaux gonflables. C'est arrivé pour les genoux plus tard. Aujourd'hui, il y en a un peu partout. Et c'est seulement depuis 1998 que les coussins gonflables sont obligatoires dans les voitures. Voilà la petite histoire des coussins gonflables. Merci d'avoir été avec nous et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Cette émission était une présentation de Procolor et de Napa. Les pièces, on connaît ça. La semaine prochaine, à l'émission... Il me semble que ça penche par en arrière. Comment ça, manquer une roue? Quand j'ai acheté la Jaguar, exemple, mes chums me disaient « Richard, c'est trop cher. Si j'ai 50 ans et je n'ai jamais vu une belle comme ça, ça veut dire que la prochaine va avoir 100 ans. Je l'achète. »